bonjour Yasmine, bonjour mesdames, messieurs. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est un grand jour, pour vous écouter, présenter donc votre mémoire de thèse en vue de l'obtention de grade de docteur de l'Université de Perpignan via Domitia, donc sur une spécialité qui s'intitule énergétique et génie des procédés. Votre travail porte sur l'étude du comportement thermomécanique de matériaux sous irradiation solaire concentrée, développement expérimental et modélisation. Vous avez environ 45 minutes donc, pour vous présenter votre travail, et à l'issue donc de cette présentation, comme il se doit, donc vous aurez droit à un jeu de questions-réponses par l'ensemble des membres du jury. Donc je profite peut-être avant de vous donner la parole à ce que chacun des membres du jury se présente en se tournant bien sûr vers l'auditoire. Très bien. Donc Thierry Chotard, je suis professeur des universités à l'université de Limoges et co-directeur de thèse de Yasmine. Bonjour à tous, je suis Olivier Faugereau, je suis maître de conférence au laboratoire Promesse, Université de Perpignan via Domitia, et donc je suis directeur de thèse et donc, collègue de Thierry sur l'encadrement de la thèse de Yasmine. Bonjour, je suis Pascal Lenoux, je suis chargé de recherche au CNRS, je travaille au laboratoire Matéis à l'INSA de Lyon, principalement sur les composites matrices céramiques. Bonjour, moi je m'appelle Jacques Parlier, je suis le président donc, de ce jury. Je suis professeur à l'Université d'Orléans, au Polytech, et j'effectue mes recherches donc, au CEMTI dans le domaine des matériaux en conditions extrêmes. Donc, bonjour, je suis Benoît Rousseau, directeur de recherche au laboratoire thermique et énergie Nord, spécialiste plutôt des transferts radiatifs et des propriétés radiatives des matériaux, et je serai le second rapporteur de ce jury de thèse. Bonjour, Marc Huget, professeur d'université à l'Université de Limoges, dans le laboratoire SPCTF, dans les activités thermomécaniques. Bonjour à tous, Gabriel Hollande, directeur de recherche au CNRS à ODIO, spécialité énergie solaire. Bonjour à tous, je suis l'intrus, mais je suis invité de Société Mistral, directeur de recherche, directeur de recherche et développement, initiaux acoustiques au sein de cette société. Et moi je suis Bernard Flaudet, je suis professeur à Promesse, et on va dire que je joue et remplaçant dans l'encadrement de la thèse de Yasmine. Merci bien. Promesse. Donc, on vous donne la parole, vous avez 45 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président du jury. Et merci à tous de venir assister à ma soutenance qui porte sur l'étude du comportement thermomécanique de matériaux sous irradiation solaire concentrée. Ces travaux se sont déroulés au sein de deux laboratoires, le laboratoire SPCTS à Limoges et le laboratoire Promesse à Odéo et Perpignan. Ils ont été encadrés, donc, comme vous l'avez entendu, par M. Thierry Chotard et M. Olivier Faugereau. Donc c'est une étude qui a été financée par le programme européen Sphera 2, dont l'objectif principal consiste à valoriser les installations solaires à concentration de l'ensemble des laboratoires européens spécialisés dans le domaine. Ici, vous pouvez voir que l'important budget alloué à ce projet est à la mesure du potentiel de la technologie solaire à concentration. En effet, d'après l'Agence internationale de l'énergie, celle-ci pourrait, à l'horizon 2050, fournir jusqu'à 10% de l'électricité mondiale. Au sein de ce projet, notre tâche visait plus particulièrement à développer des outils qui s'intègrent à ces installations et qui permettent de caractériser in situ l'endommagement des matériaux pour récepteurs solaires. En effet, les récepteurs solaires sont des parties sensibles de ces centrales. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux résultats de cette étude au travers des 6 parties suivantes. Donc, une première partie introductive me permettra de vous préciser les enjeux et les objectifs de ces travaux. Il s'agira par la suite de vous présenter le principe et le potentiel d'un dispositif innovant qui puisse répondre à ces enjeux. Je commencerai par vous détailler les étapes de sa conception, puis la méthodologie employée pour définir une stratégie expérimentale optimale, et enfin j'analyserai les données que j'ai ainsi obtenues. Je compléterai ces éléments par une piste d'amélioration du dispositif, puis je conclurai sur les apports et perspectives de l'étude. Donc, cette première partie me permet de vous préciser le domaine d'étude, son défi technologique majeur et notre approche pour contribuer à sa résolution. Nous nous intéressons donc aux centrales solaires à concentration. Donc, vous voyez ici une photo, et dont le principe consiste à convertir l'énergie solaire en énergie électrique. Pour cela, un système optique va capter le rayonnement solaire, donc il peut s'agir de systèmes linéaires comme dans le cas des miroirs cylindro-paraboliques ou des miroirs de Fresnel,
ou bien de systèmes ponctuels, comme dans le cas des centrales à tours ou des digestirling, qui sont des systèmes moins courants. Une fois capté, ce rayonnement est concentré sur un récepteur. Il pourra s'agir de tubes dans le cas des systèmes linéaires, et dans le cas des systèmes ponctuels, il peut s'agir soit de tubes, soit de canaux, qui sont placés ici au sommet de la tour, soit à l'extérieur, soit au fond d'une cavité. Il existe également d'autres systèmes plus innovants, tels que les récepteurs à particules ou les récepteurs volumiques, mais que je ne développerai pas ici. Le rayonnement est ensuite converti en chaleur, puis transporté par un fluide caloporteur qui peut être liquide ou gazeux. Cette chaleur va alimenter un cycle thermodynamique, soit de Rankine, soit de Brayton à plus haute température, ou bien encore une combinaison des deux, et l'énergie mécanique ainsi produite va entraîner la rotation d'un alternateur qui générera de l'électricité prête à être intégrée au réseau. Le verrou majeur au déploiement de cette technologie réside dans sa compétitivité encore trop faible, mais qui peut être améliorée en augmentant l'efficacité des centrales. Dans cet objectif, les centrales à concentration ponctuelle sont une voie prometteuse. En effet, leur important facteur de concentration permet de réduire la surface des récepteurs et ainsi de réduire les pertes thermiques. De plus, les hautes températures qui peuvent être atteintes donnent accès à des cycles de conversion au rendement élevé. Cependant, ces conditions d'utilisation vont générer de fortes sollicitations thermomécaniques sur une partie qui est sensible, donc le récepteur. Ces sollicitations peuvent être dues soit à une répartition inhomogène du flux solaire, aux passages nuageux qui vont brutalement faire chuter l'ensoleillement, ou bien encore au cyclage journalier de démarrage et d'arrêt des centrales. Cela mène donc la question de la tenue dans le temps des matériaux constitutifs des récepteurs face à ces sollicitations répétées. Qu'est-ce que la tenue des matériaux ? Il s'agit de leur capacité à subir des déformations temporaires et des contraintes brusques sans ruine de la structure. Cette capacité est caractérisée par l'élasticité et la résilience des matériaux, qui sont toutes deux définies par les limites élastiques de la contrainte, que vous voyez ici en ordonnée, et de la déformation, que vous voyez ici en abscisse. Donc un matériau qui présente une forte élasticité sera capable de subir des contraintes importantes avant de rompre. Une résilience importante caractérise la capacité du matériau à subir un choc, qu'il soit thermique ou mécanique, et à retourner à son état initial par la suite. Donc cette résilience est caractérisée ici par l'énergie élastique du matériau, l'herbe sous la courbe rouge, et toute énergie apportée supérieure à cette résilience entraînera une dégradation permanente, voire une rupture du matériau. Dans le cas d'un matériau ductile, cette rupture surviendra après un endommagement progressif, tandis que dans le cas d'un matériau fragile, cette rupture surviendra brutalement, mais à des contraintes plus élevées. Dans le cas des récepteurs solaires, nous allons chercher à utiliser ces deux types de matériaux qui peuvent tous les deux présenter l'avantage de pouvoir travailler à haute température. Donc, ces propriétés peuvent progressivement être dégradées lors de sollicitations cycliques. La dégradation des matériaux pour récepteurs solaires peut être due à différents types de phénomènes, tels que des délaminations, des microfissurations, ou bien encore des décohésions, des plastifications, et d'autres phénomènes. Donc, afin de prévenir la ruine des récepteurs lors de leur fonctionnement, il est nécessaire d'étudier en amont l'évolution de leur endommagement. Et c'est cet objectif-là qui constitue l'objectif principal de mes travaux de thèse, qui se décline ensuite en 3 axes. Tout d'abord, je chercherai à développer un banc d'essai expérimental qui permette d'observer in situ, donc en conditions d'utilisation, l'endommagement thermomécanique de matériaux pour récepteurs solaires, qu'il s'agisse de matériaux fragiles, nous prendrons l'exemple du carbure de silicium, ou bien de matériaux ductiles, ici nous prendrons l'exemple de l'inconel. Une fois conçu, ce dispositif sera ensuite utilisé en suivant des stratégies d'essai optimales définies à partir de modélisation. Les données ainsi obtenues seront par la suite analysées de manière à établir le potentiel de vieillissement accéléré du système. Le vieillissement accéléré consiste à reproduire un état d'endommagement défini dans un temps plus court que celui nécessaire pour l'atteindre en conditions d'utilisation réelle. Dans la suite de la présentation, vous retrouverez ces 3 pictogrammes ici qui vous permettront de repérer chacune des étapes. Et je vais donc tout d'abord commencer par vous présenter la conception du dispositif. Nous cherchons à réaliser un dispositif qui applique une sollicitation thermique sur un échantillon, tout en observant simultanément l'évolution de l'endommagement ainsi induit. Donc dans cette partie, je vous présenterai l'outil que nous utilisons pour reproduire les conditions d'utilisation du récepteur, la technique choisie pour détecter l'endommagement, sa faisabilité et le dimensionnement du dispositif correspondant.
Donc, à notre disposition, nous avons ici un des fours solaires verticaux qui sont présents dans le bâtiment du grand four solaire d'Odeio, schématisé ici. Ce système permet de capter le rayonnement solaire au travers d'un héliostat qui suit la course du Soleil. Ce rayonnement va être concentré par une parabole au sommet d'un kaléidoscope qui homogénéise le flux à la surface de l'échantillon qui est ainsi chauffé. Ce rayonnement est modulé par des obturateurs qui sont asservis en fonction des conditions météorologiques et des consignes d'ensoleillement. Nous avons ainsi un outil qui permet d'appliquer des sollicitations thermiques représentatives des conditions d'utilisation des récepteurs. Il nous reste à présent à dimensionner, à choisir le dispositif qui permettra de caractériser l'endommagement ainsi induit. Nous avons choisi de mettre en œuvre la technique d'émission acoustique pour localiser l'endommagement et suivre son évolution. Qu'est-ce que l'émission acoustique ? C'est une méthode in situ et non destructive basée sur le principe physique du même nom. Donc, lors de l'apparition d'un événement dans le matériau, qu'il soit mécanique ou physico-chimique, une onde acoustique est générée. Cette onde, appelée salve, se propage dans le matériau et peut être détectée par un capteur placé à sa surface. L'onde enregistrée par le capteur sera décrite par des paramètres de forme, tels que sa durée ou son amplitude, par exemple. À partir de ces paramètres, il est également possible de calculer d'autres caractéristiques, telles que l'énergie des salves ou bien encore leur fréquence. L'enregistrement et l'analyse de ces salves nous permet d'étudier l'endommagement des matériaux de 3 manières. Tout d'abord, nous pouvons observer l'évolution de l'endommagement. En effet, à chaque apparition d'un événement, une salve est générée. Ainsi, l'accroissement du nombre de salves est représentatif de l'accroissement de l'endommagement dans le matériau. Sur l'exemple présenté ici, vous voyez une céramique qui est chauffée puis refroidie, et on voit nettement que celle-ci s'endommage lors du refroidissement. Donc le nombre de salves augmente. Ensuite, nous pouvons, en analysant la forme des salves, classer les différents types d'endommagement. En effet, un événement spécifique va générer une onde à la forme spécifique. Dans l'exemple ici, vous voyez que des fissures de corrosion apparaissant dans un bouclier thermique, il peut s'agir de différents types de fissures, ont généré des ondes spécifiques qui ont été regroupées en fonction de leur fréquence. Et enfin, troisième possibilité offerte par l'émission acoustique, nous pouvons localiser les sources de l'endommagement, par exemple par triangulation, de manière à suivre les dynamiques de propagation. Par la suite, nous chercherons à exploiter chacune de ces 3 possibilités, et pour cela, il nous faut tout d'abord établir la faisabilité des mesures. Pour établir cette faisabilité, nous cherchons à vérifier qu'un événement acoustique puisse être détecté et localisé dans le matériau. Donc, l'événement sera simulé par un test de Su-Nielsen, qui consiste tout simplement à casser une mine de crayon de dimension et de dureté standard à la surface du matériau et à enregistrer l'onde correspondante. Cette opération est réalisée à différentes positions entre 2 capteurs, à plusieurs reprises, afin de vérifier la répétabilité des mesures. Donc nous vérifions tout d'abord que l'onde n'est pas trop atténuée entre la source, le cassé de mine, et le capteur. Ici, vous voyez l'amplitude des salves enregistrées en fonction de la position des salves entre les capteurs, pour l'inconel et pour le carbure de silicium. Cette amplitude est suffisamment élevée et suffisamment constante pour considérer que l'onde est correctement détectée par le capteur sur les dimensions qui nous intéressent. Par la suite, nous cherchons à vérifier la possibilité de localiser la source de cette onde, tout d'abord en une dimension, donc sur la ligne entre les 2 capteurs. Cette localisation est effectuée en connaissant la vitesse de propagation des ondes dans le matériau qui a préalablement été caractérisée, et grâce à l'enregistrement des instants d'arrivée des salves par le système d'émission acoustique. Sur ces graphiques ici, vous voyez pour l'inconel et pour le carbure de silicium, la position calculée de chacune des salves en fonction de la position réelle entre les 2 capteurs. Nous constatons que la correspondance est suffisamment satisfaisante pour considérer que l'événement est correctement positionné et donc nous pouvons le localiser en une dimension. À présent, en 2 dimensions, nous souhaitons vérifier la possibilité de localiser dans la configuration des échantillons qui seront par la suite utilisés au foyer du four solaire. Et nous allons chercher à minimiser l'erreur commise entre les positions de référence, symbolisées ici, et les positions calculées. Pour cela, nous optimiserons 3 paramètres. Tout d'abord, le nombre de capteurs. Il suffit donc d'employer 3 capteurs au minimum pour localiser en 2 dimensions. Cependant, vous voyez que dans cette configuration, l'erreur, donc la différence entre les positions de référence, les croix grises,
et les positions calculées, les ronds rouges. Donc cette erreur est relativement importante, et d'autant plus dans ces zones ici, en dehors du maillage des capteurs, qui sont appelées zones mortes. En augmentant le nombre de capteurs, nous diminuons ces zones mortes, et nous améliorons la précision globale de la localisation dans le matériau. Par la suite, comme nous travaillerons à haute température, nous ne pourrons pas placer les capteurs directement sur l'échantillon comme vous le voyez ici. Nous devrons employer des guides d'onde, donc ils sont schématisés ici. Ces guides d'onde en contact avec le matériau permettront de diriger l'onde acoustique jusqu'au capteur collé à l'autre extrémité, donc, qui n'est pas symbolisé ici, de manière à isoler ces capteurs des hautes températures. Cependant, l'emploi de ces guides d'onde va inévitablement dégrader la qualité du signal. Cette dégradation peut être limitée en choisissant judicieusement la nature des guides d'onde et leur géométrie, et également en optimisant la qualité du contact entre le guide d'onde et le capteur. Ici, nous voyons qu'en optimisant cette qualité, donc en jouant sur la pression notamment entre les guides et le capteur, nous limitons l'erreur de position de 20%. Et enfin, en combinant deux méthodes de localisation, la précision dans les zones mortes est légèrement améliorée. Au final, nous parvenons à limiter l'erreur spatiale à moins de 5%, donc par rapport au diamètre de l'échantillon. L'ensemble de ces éléments nous ont donc permis de dimensionner le dispositif d'émission acoustique que vous voyez ici sur la diapositive suivante. Donc sur la gauche, vous voyez le dessin 3D, sur la droite, la photo. Vous retrouvez le kaléidoscope ici en haut, donc refroidi par des tubes qui partent sur les côtés. Vous voyez l'échantillon qui est entouré par des guides d'onde. À l'autre extrémité, donc ici c'est le support de guide d'onde qui est agrandi sur cette photo en bas. Vous voyez les capteurs collés sur les guides et l'ensemble pressé par un ressort. Donc ce système permet de laisser l'échantillon libre de se dilater lorsqu'il monte en température. Ainsi, les seules contraintes qu'il verra seront d'ordre thermique et non pas mécanique. Avant d'exploiter ce dispositif, je vais vous présenter la stratégie d'essai employée de manière à stimuler les sollicitations thermiques subies par les échantillons. Donc, les échantillons seront confrontés à des sollicitations thermiques complexes, face auxquelles ils présenteront un comportement thermomécanique complexe. Ainsi, lorsque les sollicitations vont varier, le comportement de l'échantillon va également varier. Ce comportement, donc ici vous voyez l'exemple de la réponse du matériau d'inconel face à un cyclage solaire, et vous voyez que cette réponse est caractérisée notamment par les propriétés dont je vous parlais en introduction qui caractérisent la tenue des matériaux. Notamment la contrainte qu'il subira, la déformation, également l'énergie qui lui est apportée, qu'elle soit élastique ou plastique, la température de l'essai, etc. Donc, nous allons chercher à faire varier de manière maîtrisée l'ensemble de ces paramètres. Pour cela, nous devons établir la relation entre les variations des sollicitations et les variations du comportement. Comme il apparaît difficile de maîtriser les variations de chacun des paramètres et leur interaction entre elles, nous choisissons de représenter ce comportement thermomécanique par des indicateurs judicieusement choisis en fonction du type de sollicitation subie. L'endommagement peut être dû à différents types de sollicitations. Il peut s'agir donc d'une sollicitation en fluage, lorsque le matériau est exposé à une température élevée de manière constante, en fatigue, donc, qui consiste en des contraintes répétées, ou bien encore une combinaison des deux. Le comportement des matériaux face à ces sollicitations est traduit par des indicateurs qui sont issus de la littérature. Le comportement face au fluage sera caractérisé par une vitesse de déformation à une température donnée. La fatigue engendrera d'importantes amplitudes de déformation, qu'elles soient plastiques ou élastiques, également des contraintes élevées, et la réponse du matériau sera définie par ses propriétés élastiques qui vont notamment évoluer avec la température. Enfin, un endommagement global pourra être traduit par l'énergie totale apportée à l'échantillon. Donc l'ensemble de ces indicateurs, log de Z pour le fluage, MC et SWT pour la fatigue et ETOT pour l'endommagement global, seront utilisés par la suite. Dans le cas du carbure de silicium, il n'est pas attendu qu'aux températures atteintes, il subisse un fluage notable, ni qu'il s'endommage de manière plastique, puisque c'est un matériau comportement fragile. Il ne sera donc défini que par deux des indicateurs. Donc ainsi, nous avons défini des indicateurs du comportement thermomécanique des échantillons pour décrire leur endommagement. Donc en calculant leurs valeurs pour différentes conditions de cyclage, nous pouvons sélectionner les conditions qui sont les plus aptes à stimuler cet endommagement. C'est ce que nous réalisons au travers d'une étude paramétrique
Donc ici, vous voyez, nous faisons varier le flux solaire, donc en faisant varier son amplitude, sa valeur moyenne et sa période. Pour cela, nous nous basons sur une modélisation qui emploie le code Aster et qui consiste tout simplement à reproduire un ensoleillement qui génère un champ de température dans le matériau à partir duquel sont calculées des déformations et des contraintes. La partie thermique de ce modèle a été validée. En réalisant les calculs avec ce modèle, nous allons obtenir un grand nombre de valeurs des indicateurs qui seront caractérisées par des unités différentes et par des étendues de variation différentes. Ainsi, si nous souhaitons comparer la variation de chaque indicateur pour les mêmes sollicitations, nous allons avoir besoin d'avoir recours à des coefficients de sensibilité adimensionnels. Ceux-ci permettent d'étudier l'influence des conditions limites notées ici bêta sur les indicateurs notés I, en tenant compte de la plage de variation possible des conditions limites et de la valeur maximale que peuvent prendre les indicateurs. Cette plage de variation est fixée par les possibilités de l'installation solaire, tandis que la valeur maximale de l'indicateur dépend du comportement du matériau. Donc par exemple, si on considère le coefficient de sensibilité adimensionnelle de l'indicateur de fatigue, donc SWT, face à l'amplitude, à la variation de l'amplitude du flux, on se rend compte que si ce coefficient de sensibilité prend de grandes valeurs, cela veut tout simplement dire que l'indicateur SWT va fortement varier lorsque l'amplitude va varier. Et ainsi, nous pouvons en conclure que la variation d'amplitude est une stratégie pertinente pour stimuler l'endommagement qui est associé à SWT. Cette stimulation sera sélective, c'est-à-dire qu'elle ne fera varier significativement que l'indicateur SWT si les coefficients de sensibilité des autres indicateurs prennent des valeurs faibles. Donc, en comparant la valeur de chacun de ces indicateurs pour différentes conditions limites, on va chercher à stimuler, et si possible sélectivement, l'endommagement des différents matériaux. Ici, je vous présente les résultats pour l'étude de sensibilité sur l'inconel. Donc, vous voyez, pour une variation du flux moyen du matériau, tout autre paramètre étant égaux au cas de référence, nous voyons que tous les indicateurs sont stimulés, avec en particulièrement l'indicateur de Monson-Coffin, donc qui est représentatif de l'amplitude de déformation plastique du matériau. Ainsi, nous faisons donc varier principalement la fatigue du matériau. Lorsque, cette fois-ci, nous faisons varier l'amplitude du flux solaire, mais à amplitude constante, nous faisons varier la valeur moyenne du flux solaire à amplitude nulle, donc un flux constant, nous voyons que seul l'indicateur log de Z est stimulé. En effet, celui-ci est un indicateur lié au fluage, qui est caractérisé par une exposition à une valeur constante. Donc il n'est pas surprenant que seul celui-ci soit stimulé. Ainsi, cela nous permet de définir deux stratégies pour stimuler le comportement du matériau. De la même manière, lorsque nous faisons varier l'amplitude, cette fois-ci on se rend compte que l'ensemble des indicateurs sont stimulés à l'exception de celui de fluage. Cette même variation d'amplitude à un flux solaire plus faible influe uniquement sur l'indicateur SWT, et ainsi nous définissons deux stratégies supplémentaires. Lors de la variation de la période du flux solaire, aucune variation notable des indicateurs n'est constatée, aucune stratégie correspondante n'est donc retenue. La même démarche est suivie dans le cas du carbure de silicium, et cette fois-ci, deux stratégies sont identifiées. La première ici, basée sur la variation de la valeur moyenne du flux solaire, qui permet de stimuler sélectivement l'indicateur d'énergie, et la deuxième, basée sur la variation de l'amplitude, qui cette fois-ci permet de stimuler majoritairement l'indicateur de fatigue SWT. Ainsi, nous avons défini respectivement 4 stratégies pour l'inconel et 2 pour le carbure de silicium, qui permettent chacune de stimuler sélectivement ou non l'ensemble des indicateurs des matériaux. Donc, les essais correspondants ont été réalisés ensuite, et nous allons à présent analyser les données obtenues. Dans cette partie, nous chercherons à vérifier s'il est bien possible d'exploiter chacune des possibilités offertes par l'émission acoustique. Donc, à savoir le suivi de l'évolution de l'endommagement, sa localisation et sa répartition en différentes catégories. Ensuite, nous vérifierons si les indicateurs sont bien aptes à décrire d'un point de vue expérimental l'évolution de l'endommagement, et enfin si le dispositif peut opérer un vieillissement accéléré des matériaux. Alors, pour illustrer le fonctionnement du dispositif sous irradiation solaire, je vous présente ici un essai où un échantillon de carbure de silicium a rompu. Donc ici, vous voyez une photo de l'échantillon et vous voyez le chemin suivi par la fissure.
Ici, vous pouvez repérer, donc les petits carrés orange représentent les événements qui ont été localisés dans le matériau. Et sur le graphique ici à droite, vous voyez représenter en fonction du temps l'ensoleillement auquel a été soumis le matériau, donc représenté ici par la courbe en gris, et sur l'axe de gauche, les salves cumulées enregistrées dans le matériau. Ici celles enregistrées par l'un des capteurs, on repère l'instant de la rupture par une brusque augmentation du nombre de salves, et ici celles qui ont été localisées. On se rend compte tout d'abord que toutes les salves n'ont pas été localisées. Seuls 10% d'entre elles sont effectivement positionnées sur le matériau. Cela peut être dû au fait que chaque salve n'est pas enregistrée par suffisamment de capteurs pour localiser la source. Cela peut également être dû au fait que les salves arrivent de manière trop déformée, avec une énergie trop faible, et ce qui perturbe la définition, la possibilité de la localisation. Cependant, celles qui ont été localisées semblent correctement positionnées sur le matériau et suivent le chemin initial de la fissure. Ensuite, la deuxième observation que nous pouvons faire sur ce graphique, c'est qu'avant l'instant de la rupture, nous avons constaté une évolution de l'endommagement. Ainsi, il est possible de suivre l'évolution avant d'arriver à une rupture brutale. Et ces deux observations nous permettent de valider le fait qu'il est possible d'exploiter au moins deux des possibilités offertes par l'émission acoustique. Donc, le suivi de l'évolution endommagement et sa localisation. Nous allons à présent chercher à exploiter la troisième possibilité, qui consiste à repérer l'apparition des différentes catégories d'endommagement. Pour cela, nous allons regrouper les données acoustiques, donc symbolisées ici, vous voyez, des salles de type enregistrées, en différentes catégories. Pour les regrouper en différentes catégories, nous comparons les paramètres qui les caractérisent, donc la durée, l'amplitude, qui vous était présenté en introduction, de manière à les répartir en groupes qui sont appelés populations ou clusters, au sein desquels des salves se ressemblant sont regroupées. Cette comparaison peut être effectuée par une méthode non supervisée, basée sur un algorithme statistique qui compare la position des salves, donc la position de chaque salve étant définie par l'un de ces paramètres qui définit une direction dans l'espace, et donc la position vectorielle de ces salves, lorsqu'elle est proche, permet de définir un groupe de salves. Nous pouvons également employer une méthode supervisée, auquel cas l'algorithme est préalablement entraîné sur des données modèles. Cette méthode supervisée est particulièrement intéressante, car elle permet de reconnaître des groupes qui ont déjà été définis. Ainsi, si ces groupes ont préalablement été identifiés comme décrivant un type d'endommagement spécifique, alors cela revient à repérer l'apparition de cet endommagement dans l'essai considéré. Nous allons donc chercher à entraîner notre algorithme à partir de données modèles, ici issues soit de tests purement thermiques, soit purement mécaniques. Vous voyez sur ce graphique les salves enregistrées dans l'échantillon de carbure de silicium lors de l'essai thermique. Donc ces salves sont représentées en fonction de leur durée et de leur amplitude, qui sont deux paramètres de forme. Et nous voyons qu'elles ont été réparties en deux populations. Cette première population, donc, grâce à un algorithme statistique. Cette première population ici en vert avait déjà été enregistrée préalablement lors d'un essai à vide avec uniquement le guide d'onde. Il est donc supposé qu'il s'agisse d'un bruit de mesure généré par le guide. Cette observation est intéressante car cela nous confirme le fait qu'on puisse repérer un bruit de mesure. Comme par la suite nous emploierons également des guides d'onde, nous conservons cette information-là. Pour le reste des populations, nous sommes basés sur des informations issues de la littérature pour émettre des hypothèses quant à l'origine des événements ayant généré ces salves. Dans le cas du carbure de silicium, cette deuxième population ici pourrait correspondre à une microfissuration ou une décohésion entre les grains et la matrice du matériau. On sait par ailleurs que l'énergie acoustique est proportionnelle à l'énergie d'endommagement du matériau. Or, l'énergie nécessaire pour parvenir à une microfissuration est supérieure à celle nécessaire pour générer une décohésion. L'énergie de ces salves étant par ailleurs relativement importante, il est donc supposé qu'il s'agisse plutôt de microfissuration. Cette fois-ci, dans le cas de l'Inconel, les tests thermiques ont été complétés par des essais mécaniques, donc de flexion à température ambiante. Ici, vous voyez l'échantillon, les 4 points de flexion et 2 capteurs, un placé sur l'échantillon et l'autre sur le support, de manière à éliminer le bruit mécanique de mesure. Ici, les salves sont toujours représentées en fonction de leur durée et de leur amplitude, et nous retrouvons cette fois-ci 3 populations. La première population, ici en vert, a été enregistrée uniquement lors de l'essai thermique. Il est supposé qu'il s'agisse de microfissurations entre l'échantillon d'Inconel et sa couche d'oxyde formée en surface.
Les 2 autres populations ont été enregistrées lors de la plastification du matériau. Il pourrait donc s'agir d'un mouvement coopératif de dislocation, soit d'un glissement, soit d'une montée des dislocations. Nous savons par ailleurs que le glissement des plans de la structure cristalline de l'inconel demande moins d'énergie pour être engendré que la montée des dislocations, dans la mesure où celle-ci met en œuvre un mouvement de matière, donc un déplacement de lacunes dans la microstructure. Nous savons également par ailleurs que l'énergie des salves, ici en bleu, est inférieure à celle de la population, des salves de la population ici en rouge. Nous supposons donc qu'il s'agisse respectivement d'un glissement et d'une montée des dislocations. Les algorithmes de regroupement des salves ainsi entraînées ont ensuite été utilisés pour partitionner les données expérimentales. Ici, celle d'essai sur l'inconel. Donc vous voyez représenter ici l'ensemble des salves enregistrées lors de tous les essais. Nous constatons tout d'abord que nous avons bien reconnu, donc grâce à cette méthode supervisée, les populations préalablement définies, donc soit l'ensemble d'entre elles sur les essais aux plus hautes valeurs moyennes du flux solaire et aux plus hautes amplitudes, soit uniquement 2 d'entre elles. Donc nous sommes bien en mesure de reconnaître des populations préalablement définies. Ensuite, nous constatons que dans chacune de ces populations, le nombre de salves augmente lorsque la valeur moyenne du flux et l'amplitude augmentent. Donc, le nombre de salves étant proportionnel à l'accroissement de l'endommagement, nous avons un endommagement qui progresse lorsque les conditions de sévérité progressent. Ce qui n'est pas surprenant, mais ce que nous souhaitons à présent déterminer, c'est comment cet endommagement évolue lorsqu'on suit les essais qui constituent une même stratégie telle que définie précédemment. Pour répondre à cette question, nous prendrons l'exemple du cluster 2, donc de la population 2, ici en bleu, qui est celle au sein de laquelle l'activité acoustique majeure a été enregistrée. Par la suite, nous ne détaillerons pas la stratégie D et l'indicateur correspondant, dans la mesure où nous observons d'ores et déjà ici, sur ces graphiques, que l'évolution d'endommagement entre les différents essais constitutifs de ces stratégies est relativement faible. Donc on souhaite tout d'abord vérifier expérimentalement l'aptitude des indicateurs à prédire un état d'endommagement qui serait donc décrit par l'évolution du nombre de salves. Ici, vous voyez le nombre de salves reporté en fonction de la valeur des indicateurs sur ces 3 graphiques pour chacune des stratégies, donc les essais formant ces stratégies représentées ici. On constate sur ces graphiques qu'il semble possible de prédire l'amplification de l'endommagement entre 2 essais qui font partie d'une même stratégie, dans la mesure où des relations sont ici définies. Une autre information peut être également tirée de ces graphiques, c'est que vous pouvez constater qu'une partie des essais semble présenter un endommagement plus important que les autres. Ici, vous voyez ces échantillons au sein desquels un nombre de salves particulièrement important a été enregistré. En effet, lorsqu'on a observé ces échantillons après les essais solaires, on a constaté une plastification permanente du matériau que vous pouvez observer ici. Donc, ceci consiste une dégradation majeure que nous ne souhaitons pas atteindre dans le cas des matériaux employés dans les récepteurs solaires. Cette dégradation a été constatée sur 3 des échantillons qui sont reportés sur le graphique ici, et on constate que l'ensemble de ces échantillons se situe après une certaine valeur des indicateurs, ce qui permettrait de définir des valeurs seuil des indicateurs en deçà desquelles l'endommagement serait limité. Donc, l'ensemble de ces observations que nous avons pu faire sur ces essais nous permettent de valider l'intérêt des indicateurs pour la définition des stratégies, donc, qui permettent d'amplifier l'endommagement. Et nous souhaitons à présent évaluer si cette amplification suit une accélération qui soit constante, donc qui permette d'accélérer de manière maîtrisée le vieillissement des échantillons. Pour cela, nous allons chercher à modéliser l'accélération de l'endommagement entre 2 essais ayant été réalisés dans des conditions de sévérité différentes. On voit ici qu'un même état d'endommagement est atteint K fois plus vite dans le cas de l'essai le plus sévère. D'après la loi d'Arrhenius, qui est utilisée en cinétique chimique, l'accélération de l'endommagement est gouvernée par la température des essais. Il est alors possible de relier le facteur d'accélération de l'endommagement en fonction à la température.
Si une relation linéaire est observée entre le logarithme du facteur d'accélération et l'inverse de la température, alors nous pouvons conclure que l'endommagement est accéléré de manière maîtrisée. Nous chercherons donc à vérifier cette condition sur les essais de Lincolnel. Ici, vous voyez, en fonction du temps, le nombre de salves enregistrées dans différents essais. Donc ce nombre de salves qui est représentatif de l'état d'endommagement de Lincolnel. Et nous constatons que cette évolution suit une fonction linéaire du temps. Il est ainsi facile de calculer pour un état d'endommagement défini le temps nécessaire à chacun des essais pour atteindre cet état. Et ainsi de calculer entre les différents essais constitutifs d'une même stratégie le facteur d'accélération de l'endommagement. Une fois calculé, nous reportons le logarithme de ce facteur d'accélération en fonction de l'inverse de la température et nous constatons ici que nous pouvons bel et bien obtenir des relations linéaires donc qui valideraient la possibilité d'accélérer de manière contrôlée le vieillissement de Lincolnel. Des essais complémentaires donc, pourraient être réalisés pour compléter les tendances de ces courbes. Nous pouvons déjà constater que l'une des stratégies semble particulièrement intéressante. Ici, celle-ci, qui consiste à faire varier la valeur moyenne du flux à une amplitude constante, est décrite par une relation linéaire particulièrement bien définie, et surtout, c'est celle qui permet d'atteindre les facteurs d'accélération les plus élevés. D'importants facteurs d'accélération permettent de limiter le temps des essais, et donc de réaliser des tests de vieillissement accéléré dans des temps intéressants. Donc, nous avons validé le fait que ces stratégies semblent en mesure de servir des campagnes de vieillissement accéléré de Lincolnel, et nous intéressons à présent au cas du carbure de silicium. Dans le cas du carbure de silicium, je ne vous détaillerai pas la répartition des données des populations en différents groupes, ni la corrélation entre l'état d'endommagement et les indicateurs, mais je vous présente ici l'évaluation du potentiel de vieillissement accéléré. Donc, dans le cas de ce matériau, c'est un matériau fragile qui présentera un endommagement rare mais énergétique. Nous avons donc choisi de représenter son endommagement non pas par le nombre de salves, mais par l'énergie cumulée de celle-ci. Lorsqu'on observe cette énergie cumulée en fonction du temps, nous nous rendons compte que, comme dans le cas de Lincolnel, celle-ci suit une évolution linéaire. Et donc, de la même manière, nous calculons un facteur d'accélération dont le logarithme est reporté en fonction de l'inverse de la température. Cependant, cette fois-ci, nous constatons que le comportement de type Arrhenius n'est retrouvé que lors des essais à flux solaire constant. Ainsi, il semble donc que le vieillissement du carbure de silicium par cyclage ne puisse pas être accéléré dans les conditions de test du dispositif impact. Cela pourrait être dû à l'activité acoustique qui a été très faible de ce matériau-là. Cependant, nous pouvons déjà conclure apporter quelques éléments sur le bilan du potentiel de ce dispositif. Nous avons constaté que les indicateurs définis pour décrire le comportement des matériaux se sont avérés pertinents dans le cas de Lincolnel et du carbure de silicium sur ces indicateurs-là. Nous avons réussi à observer des seuils de sévérité de ces indicateurs dans le cas de Lincolnel, mais pas dans le cas du carbure de silicium. Le potentiel de vieillissement accéléré a semblé élevé dans le cas de Lincolnel et par contre plus faible dans celui du carbure de silicium. Mais par contre, pour ces deux matériaux, nous avons validé la possibilité d'exploiter ces trois possibilités offertes par l'émission acoustique, suivre l'évolution d'endommagement, le localiser et le répartir en population. J'attire votre intérêt sur le fait que cet élément-là est intéressant dans une perspective de maintenance préventive. Donc des populations reconnues pourront permettre de repérer l'apparition d'endommagement dans les échantillons. Nous avons également maîtrisé les conditions d'essai, à l'exception du comportement mécanique. En effet, comme nous ne mesurons pas les déformations et les contraintes dans le matériau, nous ne pouvons pas valider la valeur expérimentale des indicateurs. Donc, pour répondre à cette question, nous avons souhaité apporter une piste d'amélioration du dispositif qui permette de mesurer in situ les déformations des matériaux. Nous avons souhaité pour cela employer la mesure in situ et sans contact des déformations, qui consiste à comparer l'état de surface d'un matériau donc dans un état de référence et dans un état déformé, cette surface ayant préalablement été constellée de marqueurs. Le déplacement de ceux-ci permet de calculer un champ de déformation. L'emploi de deux caméras en stéréo permet de mesurer les déformations dans le champ et hors champ, ce qui est intéressant dans le cas de Lincolnel lorsqu'il va se bomber.
Une précision maximale de 2×10-5 sur la déformation a été atteinte en minimisant drastiquement l'ensemble des paramètres d'influence dans d'autres essais. Dans notre cas, à haute température, cette dégradation va probablement se dégrader. Lorsqu'on s'intéresse à l'ordre de grandeur des déformations du carbure de silicium maximale, on se rend compte qu'on est aux limites de la technique. Il sera donc particulièrement important de maîtriser l'ensemble des paramètres de nuisance, tels que les variations de luminosité, qui vont perturber la définition de marqueurs. Pour cela, les caméras seront placées sur la face non assolée de l'échantillon, dans un boîtier opaque. Le maintien des distances sera effectué par un boîtier solidaire et peu sensible à la dilatation thermique. Et l'air chaud généré par les hautes températures d'échantillons sera chassé par une lame d'air. Ces éléments de conception nous ont permis de définir le dispositif dont vous voyez ici le schéma 3D et ici la photo. Vous retrouvez une structure rigide, peu sensible à la dilatation et dont la géométrie s'inspire des tubes serruriers qui sont dans les télescopes Dobson. Cet élément a été testé ex situ à Limoges avec des résultats satisfaisants sur les précisions à froid, mais ils n'ont pas pu être testés dans le cadre de cette thèse. J'en arrive donc au terme des travaux effectués et au bilan de cette présentation. Je construis ma conclusion autour des 3 axes énoncés en introduction, à savoir la conception du dispositif, la définition des stratégies d'essai et l'analyse des données obtenues. Nous avons donc réalisé un dispositif innovant basé sur la technique d'émission acoustique, qui permet de caractériser in situ l'endommagement de différents types de matériaux soumis à des flux solaires concentrés, et nous avons optimisé sa capacité à localiser l'apparition de ces endommagements. Nous avons également proposé la réalisation d'une extension qui permette de mesurer les déformations des matériaux, et il nous reste à valider la faisabilité de ces mesures in situ. Ensuite, nous avons également développé un outil numérique basé sur un modèle qui permet d'étudier l'influence de diverses conditions limites sur différents matériaux au comportement spécifique. Ces comportements ont été décrits par des indicateurs qui ont permis de définir des stratégies d'essai en vue de stimuler l'endommagement des matériaux. En perspective, nous pourrions optimiser le modèle ainsi conçu et valider sa partie mécanique à partir d'une mesure expérimentale du champ des déformations. Enfin, l'enregistrement de l'activité acoustique lors des essais solaires nous a permis de caractériser l'apparition et l'évolution de différents types d'endommagements. La capacité des indicateurs à décrire la sévérité, à décrire expérimentalement la sévérité de l'endommagement a été validée et des valeurs seuil qui permettent de limiter cette sévérité ont été identifiées. Ensuite, ces endommagements ont été amplifiés suivant les stratégies d'essai préalablement définies, qui se sont avérées pertinentes pour accélérer le vieillissement des échantillons. En perspective de ces travaux, nous pourrions à présent valider les hypothèses émises sur l'origine des événements apparus dans les échantillons, puis créer une banque de données qui pourrait par la suite être comparée à des mesures réalisées sur des récepteurs de taille industrielle, et ensuite comparer les états d'endommagement accélérés et réels de manière à valider les modèles de vieillissement. Je vous remercie de votre attention et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Un grand merci pour votre exposé donc, très clair et bien structuré.